Vont me rejoindre pour cette catégorie M-Santé Grand Public Rémi Teston de Sanofi, qui est parrain de cette catégorie. Pascal Lardier de Health 2.0. Où est-ce qu'il est? Voilà, j'espère qu'il va arriver. Et puis Dominique Noël du Festival de la communication santé de Deauville chaque année. Et Dominique Noël présente également un castre, un grand plaisir chaque année pour nous. On va écouter la première personne. Et là, on a un projet qui nous vient d'Afrique. Et projet également, lui aussi, lauréat hier des premiers prix de la Fondation Pierre Fabre. C'est Adama Khan qui va venir nous le présenter. Le nom du projet, c'est Joko Santé. Voilà, il arrive Adama. Il fait partie on peut l'applaudir, des 9 premiers lauréats de la Fondation Pierre Fabre qui a lancé hier donc son observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Je rappelle, un observatoire, une belle base de données qui agrège énormément de projets en e-santé, télésanté dans les pays du Sud, que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Asie. Pour vous rendre sur cette base de données, odes.io et vous aurez accès aux 50 premières initiatives répertoriées, mais cet observatoire va grandir de plus en plus. Et donc hier, lors du lancement de cet observatoire, 9 projets un petit peu différents, très qualitatifs, ont été récompensés, dont celui de Joko Santé, dont on souhaite qu'il soit promis un bel avenir. Et donc Adama Khan va nous expliquer aujourd'hui ce qu'est ce projet, cette belle histoire aussi qu'est Joko Santé. Oui, ok, donc bonsoir à tous. En fait, donc, ce projet-là est parti en fait, d'une histoire donc, que j'ai vécue. C'est peut-être une histoire un peu malheureuse, mais peut-être qu'il a bien fini maintenant, puisqu'on est là en train de vous en parler. En fait, donc, après mon mariage, quand même, on est resté plus de 5 ans, ma femme et moi, sans avoir d'enfants. Et ça c'était dû à une raison simple. À chaque fois qu'on arrivait à 5 mois, on faisait une fausse couche. Donc, ça s'est répété pendant des années. Et maintenant, en 2013, la fois où ça a été la bonne, donc 1 mois avant que le bébé ne vienne au monde, en fait, on était en train de ranger notre chambre donc, pour faire un peu de place au bébé. Et là, on s'est rendu compte que donc, durant ces 5 ans de malheur, on avait accumulé une quantité incroyable de médicaments. Parce que chaque fois, on achetait à nouveau, après ça se passait mal, on rangeait, et l'année prochaine, on réessayait. Donc c'est vraiment de là où, en fait, donc, cette idée-là est née. Donc je me suis dit, comment on a pu accumuler autant de médicaments chez nous, alors que forcément, j'ai eu des voisins ou des parents qui m'ont peut-être même appelé pour que je les aide à acheter ces médicaments-là, alors que je les avais à la maison. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen, en tout cas par rapport à mon métier, puisque moi je suis ingénieur en télécom, un moyen donc, pour optimiser en fait, donc cette utilisation des médicaments, et c'est de là où est né le projet Joko Santé. Donc, à la suite donc, de cela, je me suis approché en fait, d'amis, pharmaciens et médecins, et on s'est rendu compte qu'au Sénégal, en fait, donc, le poste de dépense le plus important pour les ménages, en fait, pour les dépenses de santé des ménages, en fait, le médicament est le poste le plus important. À Dakar, dans les villes, c'est à 52% des dépenses de santé des ménages, en fait, c'est pour les médicaments. Et dans les zones rurales où il y a moins de services annexes de santé, ça passe à 73%. Donc les médicaments sont le poste de dépense le plus important pour les ménages, le poste de dépense de santé le plus important pour les ménages. Et on sait qu'aussi en Afrique, et particulièrement au Sénégal, donc on a une couverture maladie faible. Et même les couvertures maladies ne prennent pas souvent en compte les médicaments. Voilà. Mais on s'est rendu compte, comme ce que j'ai vécu, j'ai aussi demandé à côté. Donc la plupart des gens, une fois qu'ils ont acheté en fait, donc, des paquets de médicaments, une fois qu'ils sont guéris, non seulement ils ne les finissent pas, mais une fois qu'ils sont guéris, en fait, ils n'en prennent plus soin. Ils ne voient plus en fait, la valeur de ces médicaments-là. Donc ces médicaments-là finissent le plus souvent à la poubelle ou jetés dans les toilettes, ce qui est la porte ouverte donc, à la vente illicite des médicaments. Parce que si vous les jetez, ils sont récupérés et aussi en fait, une menace pour l'environnement, c'est se jeter dans les toilettes, mais surtout nous, on s'est focalisé sur une partie, en fait, c'est la perte financière en fait, que cela occasionne, autant pour l'individu que pour donc, les membres de la famille. Donc on sait aussi, peut-être avant de venir à la solution, on sait aussi que parallèlement, il y a des gens quand même qui offrent des médicaments. Il y a aussi pas mal, disons, d'ONG et d'entreprises privées qui font, dans le cadre de leur mécénat ou de leur RSE, font des dons de médicaments dans des zones. Mais aujourd'hui, on leur a demandé, est-ce qu'ils savent comment ces médicaments-là ont été donnés? Est-ce qu'ils ont été réellement donnés? Et ils n'ont pas pu nous répondre. Donc par rapport à toutes ces problématiques, on a donc mis en place la solution Joko Santé, en fait, qui a 2 volets.
Donc le premier volet, en fait, c'est le volet, disons, pair à pair, donc individu. Ça veut dire que, en fait, un membre de Joko Santé, on est membre de Joko Santé à travers son mobile. On est identifié uniquement à travers son numéro de téléphone. Donc le membre qui a des médicaments qui peuvent être réutilisables, et ce terme réutilisable pour nous est très important, parce que les médicaments sont donc en fait vérifiés par des médecins et des pharmaciens qui sont dans les centres de santé. Donc tout se passe dans les centres de santé et dans les pharmacies. Donc ces médicaments-là sont déposés et la personne qui dépose ces médicaments-là en fait gagne des points. Et ces points sont équivalents à la valeur financière des médicaments. Par exemple, 1 franc CFA égale à 1 point. Donc ces points sont accumulés au fur et à mesure. Les membres aussi peuvent échanger des points entre eux. Et une fois que la personne a une nouvelle ordonnance, elle peut payer tout ou partie donc, en fait, avec ces points accumulés. Ouais. Donc c'est pour la partie donc individuelle. Maintenant, on sait que aussi donc en fait, et ça c'est ce qu'on appelle donc une économie circulaire des médicaments. Maintenant, l'autre partie qui est aussi une économie, disons circulaire, en tout cas qui est un financement croisé, c'est qu'on sait que aussi il y a une grande part de la population qui n'a pas de médicaments, qui n'a même pas une seule boîte d'aspirine. Et on s'est posé la question comment on pourrait adresser cela. Et donc ce qu'on a dit, c'est que en fait donc les entreprises dans le cadre de l'activité RSE font pas mal de choses dans le domaine de la santé, donc des médicaments, mais ils n'ont pas la visibilité nécessaire. Ils n'atteignent pas, en tout cas, de leur objectif de visibilité. Et donc, on leur a proposé une solution qui est simple. Les entreprises, en fait, donc, sponsorisent donc des points, et ces points-là sont ciblés. Par exemple, une entreprise peut dire, moi, je cible donc les femmes de 20 à 30 ans habitant dans telle commune. Et maintenant, une fois qu'un membre répond à ces critères-là, s'il a une ordonnance et qu'il n'a pas de points, ou qu'il n'a pas assez de points, automatiquement, on lui donne les points suffisants et il a un SMS qui lui dit que votre ordonnance a été financée par telle entreprise. Donc, donc les membres y gagnent et l'entreprise aussi y gagne. Rapidement, pour conclure. Voilà. Maintenant, donc, notre idée, c'est en fait, au lieu que chacun de nous ait une boîte à pharmacie à la maison, parce que les médicaments sont censés être pris que sur ordonnance. Donc, on crée une boîte à pharmacie qui est soit à l'échelle du village, de la région ou du pays, et qui fonctionne tel que je vous l'ai dit. Donc, ce projet, en fait, donc, a été lancé depuis 2015 et a connu quand même donc, un succès, disons, peut-être mondial, parce qu'on a eu quand même l'African Entrepreneurship Award, on a eu quand même l'année dernière aussi donc, un prix donc, de l'Union internationale donc, des télécommunications qui nous a récompensé pour l'impact donc, social de notre projet et du World Summit Award. Et hier, on a eu une récompense donc, de Pierre Fabre, entre autres, mais on a eu aussi d'autres récompenses. Pour ne pas être long, donc en 2016, avant la fin de l'année, nous voulons avoir, c'est la fin, nous voulons avoir 500 000 membres et être dans 6 pays africains avant la fin 2017 et faire aussi une coopération avec les donc, assurances, etc. Et donc, accompagner donc, toutes les politiques de CMU au Sénégal et en Afrique et contribuer donc, aux ODD. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été long. Merci de cette présentation. Où effectivement, là, on est sur une technologie de rupture, puisque jusqu'à présent, on avait le recyclage de ces déchets verts, le covoiturage, le coprêt de voiture, le coprêt d'appartement, le Airbnb, le coprêt maintenant de tondeuses, de perceuses, etc. Et là, vous offrez une deuxième vie pour les médicaments qui ne se contentent pas de rester dans un foyer, mais qui partent ailleurs. Donc c'est quand même une rupture assez importante. Comment réagit le jury ? Dominique Noël, je vous vois très enthousiasmé par Joko Santé. Oui. Déjà, félicitations, parce que c'est bien que c'est un continent où il y a énormément de contrefaçons de médicaments et aussi pénurie. Et l'accès aux médicaments est favorisé évidemment pour les plus riches. Donc évidemment, on ne peut que saluer une initiative de ce genre et je vous en félicite. J'ai une petite question simplement au niveau d'une part de l'acheminement, parce que quand on connaît, c'est un continent considérable et le Sénégal, il y a des zones un petit peu isolées. Alors déjà, y a-t-il beaucoup d'endroits pour déposer? Et d'autre part, comment achemine-t-on? Effectivement. Donc, on a démarré notre projet d'ailleurs dans un village. Donc, on a fait exprès, on n'a pas démarré en ville, on a démarré dans un village pour pouvoir prendre en charge, donc, disons, cet aspect-là. Et en fait, donc, on a quand même des entreprises partenaires. Déjà, en 2015, on avait été accompagné par 3 grandes entreprises, dont 2 filiales de grandes entreprises françaises. Et en 2016, déjà, on a l'engagement de 6 grandes entreprises, dont 3 grandes filiales d'entreprises françaises. Et aussi pour le transport aussi. Donc, on a donc, maintenant donc, en fait, donc, une promesse. On n'a pas encore signé un partenariat, mais avec un grand transporteur qui nous dit qu'ils prendront à charge
charge, disons, donc, tout le transport pour les zones les plus reculées. Pour le moment, on n'a pas senti, disons, cette difficulté. D'ailleurs, même une autre entreprise aussi vient de nous offrir une voiture, un pick-up, pour pouvoir acheminer les médicaments. Mais les médicaments, il faut bien le préciser, c'était la question aussi de Dominique Noël, ne peuvent être déposés que dans des centres de santé avec des professionnels, avec des pharmaciens. Et bien sûr, ne sont utilisés que des médicaments non débouchés, des plaquettes non entamées, des médicaments qui n'ont pas du tout été utilisés. Et ce sont des pharmaciens diplômés qui vérifient l'introduction du médicament. C'est bien ça, Absolument. Adama. Quand on démarrait le projet, on était sûr, on se disait qu'en fait, on entrait dans un domaine qui était sensible à la santé, et surtout en fait, le médicament, qui est peut-être un des domaines les plus réglementés. Et donc, on s'est donné comme défi de ne pas perturber donc, en fait, cette architecture et cette organisation. On vient épouser donc, ce qui est existant, et c'est les gens qui récupèrent les médicaments et qui les dispensent. C'est eux qui font le métier, ils le font juste avec un outil qui leur permet d'avoir une meilleure traçabilité. Voilà. Pascal Lardier, d'ELS 2.0. Alors justement, pendant qu'on parle des centres de santé, je comprends l'intérêt pour les particuliers d'utiliser une plateforme comme ça. Je comprends le vôtre, d'intérêt aussi. Le business model, je ne sais pas si vous avez des données sur la taille du marché exact, mais je comprends aussi votre intérêt. Par contre, quel est l'intérêt des centres de santé? Parce qu'on leur demande de faire un travail supplémentaire. Il y a sans doute certains risques, même s'ils sont minimisés. Quel est leur intérêt dans l'histoire? Merci beaucoup. Et puis peut-être une deuxième question aussi, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez une stratégie pour aller un petit peu plus loin et aller dans des échanges de ce qu'on appelle des PU, des pharmacies à usage interne dans les hôpitaux? Ok, merci. Donc, en fait, les centres en fait, de santé ont grand intérêt. En fait, dès que je vais revenir sur le nom Jokalante, en Wolof, ça veut dire Jokalante, donner et recevoir. On a fait en sorte de mettre un système où tout le monde donne, mais aussi reçoit. Donc, effectivement, les centres de santé ont intérêt à participer parce que les centres de santé ne sont pas fréquentés. Parce que les gens se disent que si j'y vais, j'aurai une ordonnance et je n'ai pas les moyens d'acheter les médicaments. Si maintenant les gens savent que potentiellement, si j'entre dans une cible d'une entreprise RSE, même si je n'ai pas de points, je peux bénéficier de points sponsorisés. Donc ça se passe. Et effectivement, suite 1 an et 3 mois après le projet, en fait, on a vu une augmentation en fait, de la fréquentation du centre. Si vous allez sur le site ou sur la page Facebook, il y a des vidéos et les populations et qui vous disent que donc la fréquentation du centre de santé a augmenté. De plus, on emploie 2 personnes. Parce que, comme on vous l'a dit, on utilise le personnel existant. Donc, 2 personnes sont motivées financièrement. Ce n'est pas un emploi à temps plein. C'est un emploi à temps partiel parce qu'ils gèrent la pharmacie locale, donc la PI, plus une pharmacie, donc qui est notre pharmacie. Et donc, ils sont rémunérés. Donc, effectivement, elles ont intérêt à... Elles trouvent un très grand intérêt. Et pour compléter ce que dit Adama, il y a aussi de l'argent qui est réinjecté de manière supplémentaire dans le système, puisque des entreprises décident de faire des dons en points pour protéger leurs salariés, mais également des personnes expatriées, par exemple, qui voudraient soigner des membres de leur famille, peuvent faire des dons en points, c'est-à-dire payer acheter des points depuis la France ou n'importe quel pays. Oui. Et ça injecte de l'argent dans le système aussi. Donc le chiffre d'affaires même des pharmacies privées augmente en réalité au lieu de baisser. Peut-être une dernière question, on a passé beaucoup de temps. Une question rapide juste sur justement, est-ce que vous avez déjà pu vérifier si vous pouviez exporter ce modèle dans d'autres pays voisins sur le continent? Merci. En fait, effectivement, quand l'Union internationale des télécoms nous a remis ce prix en 2015, il y avait déjà 6 pays africains qui étaient intéressés. Bon, il y en a maintenant 3. Il y a les 3, peut-être on n'a plus de communication, mais il y en a déjà 3 qui restent. Et même hier, je pense qu'on a eu quand même quelques échanges avec des entrepreneurs qui sont vraiment intéressés par la solution. Et on a osé même dire que la solution pouvait être exportée en France. Merci beaucoup, Adama Khan, de cette présentation de ce projet d'autres circuits pour médicaments, donc projet primé hier par la Fondation Pierre Fabre dans le cadre de son lancement d'observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et puis on peut se dire que le problème d'ailleurs des médicaments non utilisés qui restent dans des armoires n'est pas un problème spécifiquement africain. On pourrait regarder dans nos propres armoires, à nous aussi. Candidat suivant, c'est une candidate, comme dirait l'autre, Lucie Lim. Elle est chef de projet e-santé chez Interaction Healthcare. Elle vient de nous parler du projet Teva Oscar. Je dirais un air plus exotique. Oscar, ça nous amenait du soleil. Voilà, je vous laisse 5 minutes de présentation, madame. Merci.
Donc, je suis Lucille Lim, je fais partie de l'agence Interaction Healthcare, qui est une agence digitale spécialisée en santé. Donc, j'ai eu la chance d'être justement chef de projet sur ce projet Oscar que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis aussi pharmacien et donc Jacques Séguéla, qui est le célèbre communicant aussi pharmacien, avait l'habitude de dire le pharmacien est un peu le polytechnicien de la santé. Moi, je préfère plutôt la définition de mon parrain à l'époque où j'étais encore à la fac, qui était de dire que le pharmacien, c'est celui qui est bon à rien au vu de sa polyvalence, mais qui est prêt à tout. Donc voilà, donc là je vais aujourd'hui vous présenter Oscar. Oscar, c'est une application mobile qui répond à 3 enjeux majeurs de santé publique. Donc le premier, la prévention à la carence en calcium des populations. Je pense que vous le répétez souvent à vos enfants et vous avez dû l'entendre aussi lors de votre jeunesse que voilà, le calcium est très important pour la croissance de votre masse osseuse. Et chez les adultes, le calcium est tout autant important car des carences au calcium peuvent causer par exemple des dysfonctionnements au niveau cardiaque. Deuxième enjeu, c'est la prévention du risque d'ostéoporose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostéoporose est la cause de plus de 130 000 fractures en France qui causent des situations de dépendance chez ces patients et des coûts en termes de qualité de vie, mais aussi des coûts en termes économiques pour ces patients et pour la société. Le troisième enjeu, ensuite, c'est tout simplement l'enjeu de santé publique par rapport à l'éducation aux bonnes habitudes d'hygiène de vie, que ce soit des bonnes habitudes alimentaires, mais aussi des activités physiques adaptées. Donc, pour répondre à ces enjeux, Oscar offre en fait un riche panel d'outils. Donc, par exemple, en quoi, pour moi, Oscar pourrait répondre à mes besoins. Donc, Lucille, 27 ans, femme active, qui vient d'apprendre qu'elle était enceinte depuis 2 semaines. C'est pour l'exemple, hein, pas de... Jérôme me regarde d'une façon bizarre. Donc, enceinte depuis 2 semaines, qui est un peu abonnée au sandwich jambon et mental tous les midis et qui n'aime pas du tout le lait. Je déteste ça. Donc, en quoi Oscar va m'aider? Donc, Oscar, application mobile sur mon smartphone que je ne quitte jamais. Donc, va m'aider déjà à me créer un profil en fonction des éléments que je vous ai cités. Va pouvoir m'aider à avoir en fait un journal alimentaire par rapport à ce que je mange tous les jours et m'aider à définir un objectif justement par rapport à mon ANC, apport nutritionnel conseillé en calcium. Donc, je vais pouvoir en fait suivre mes progrès au jour le jour par rapport à mon objectif de calcium, mais aussi avoir des astuces nutrition, des conseils santé au quotidien. Définir éventuellement, pourquoi pas, aussi mon risque de contracter une ostéoporose. Pardon. Voilà. Donc, par rapport à ça, vous l'aurez compris, la cible d'Oscar est assez large. On s'adresse aux femmes enceintes, 800 000 par an en France. Aussi aux personnes au risque d'ostéoporose, donc c'est une femme sur 2 après 60 ans, un homme sur 5 aussi après 65 ans, mais aussi aux personnes atteintes de pathologies chroniques qui souvent ont des hypokaliémies. Donc je pense par exemple aux insuffisants rénaux, qui sont 3 millions en France chaque année. Et enfin, les personnes au régime particulier, donc les végétaliens par exemple. Donc voilà, pour conclure, Oscar est un projet qui a été financé par les laboratoires Teva, qui a été développé chez Interaction Healthcare par une grande équipe de développeurs, d'ergonomes, de graphistes, d'experts médicaux, qui est disponible sur l'Apple Store et le Google Play depuis mars 2016 gratuitement. Donc je vous invite tous à le télécharger. Et pour finir, donc le nom justement Oscar était en référence au squelette qu'on a dans les facultés de sciences, au squelette qui s'appelle Oscar justement. Et donc on a décliné ça en Oscar, voilà, qui est une consonance un peu plus anglo-saxonne. Voilà, Oscar qui tient dans votre poche. Voilà, ça y est, je comprends mieux le fameux Oscar dans cette histoire-là. Alors, qu'en dit notre jury? Est-ce que déjà vous mangez assez de lait, buvez assez de lait?
Pour le Rémi lait, Teston. c'est bon. Je bois du lait. Merci pour la présentation. Moi, j'aurais une double question en fait. Est-ce que ça a été réalisé à partir d'un vrai besoin en fait exprimé des patients ou des usagers, des femmes enceintes, etc. Et dans la façon dont ça a été construit au niveau du contenu, des fonctionnalités, est-ce que ça a été co-construit avec justement des utilisateurs finaux? Alors, par rapport aux besoins, donc en fait, les besoins qui ont été révélés, alors c'est pas forcément ceux auxquels on pense en premier, c'est plus un besoin vis-à-vis des aidants. Par exemple, je vais prendre ma situation personnelle. J'ai une maman qui a une longue maladie et qui est suivie par une nutritionniste. Et justement, donc, il est assez régulier qu'elle doit faire des bilans nutritionnels. Et donc, elle note sur un carnet tous les jours ce qu'elle mange, à tous les repas. Et je suis dans la position où, finalement, je l'aide à noter tous ces repas. Donc, finalement, là, on se focalise, c'est vrai, sur le calcium. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une cible assez large avec les 4 typologies. Ça revient, en faisant le calcul, à 9 millions quand même de personnes en France, chaque année. Mais voilà, le besoin est vraiment à ce niveau-là. Après, ça peut aussi, comme dans l'exemple que je vous ai donné sur la femme enceinte, répondre à un besoin aussi de se rassurer, un outil de communication avec son médecin généraliste, mais aussi son pharmacien, sur justement les pratiques au quotidien qu'on peut acquérir pour justement atteindre son ANC. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'aime pas le lait, mais grâce à Oscar, je vais pouvoir découvrir qu'avec 2 poignées d'amandes, je vais réussir à atteindre mon ANC plus facilement. Je réponds à la deuxième question, c'était par rapport à la conception. Donc là, en effet, on a quand même consulté des utilisateurs potentiels, ceux qu'on avait justement ciblés au départ que je vous ai présentés, mais aussi d'autres non détectés, parce que finalement, quand vous voyez cette application, vous pouvez vous dire, c'est une appli pour filles, quoi, entre guillemets, c'est ce que les personnes nous ont déjà dit. Finalement, on s'est rendu compte, grâce en fait à du tracking qu'on est en train de faire sur l'appli, qu'il y a plus de téléchargements de profils hommes que de femmes. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de relever qui sont très intéressantes à étudier. Pascal Lardier. Justement, on parlait vous venez de prononcer la phrase « Je prends conscience que avec quelques amendes, je peux avoir mon… » L'une des difficultés avec ces applications, c'est que justement, c'est des mécanismes de prendre conscience. Et une fois qu'on l'a utilisé 1 mois, 2 mois, on connaît un petit peu… c'est un peu comme les Fitbit. Quand on l'a porté 1 mois, on sait à peu près dans sa tête 10 000 pas ce que ça représente. Alors je voulais demander déjà, je suppose que l'idée c'est que les gens continuent à s'en servir le plus longtemps possible, et du coup quelle est la stratégie de ce côté-là? Puis chez Interaction vous êtes quand même très très fort sur la gamification, donc est-ce qu'il y a un côté ludique, un côté jeu Alors en effet, par rapport à les perspectives d'évolution de cette application, la volonté c'était déjà qu'elle rencontre sa cible. Donc, on a développé cette première version qui est sortie en mars, donc c'était il n'y a pas si longtemps. On est en train justement de relever via du tracking, mais aussi des questionnaires des utilisateurs, ce sur quoi en fait finalement ils sont le plus assidus en termes de pages, de choses qui les intéressent. Et on est justement en train de aussi discuter des fonctionnalités qu'on pourrait développer justement pour des utilisations à plus moyen, voire long terme. Donc en effet, chez Interaction, on a un savoir-faire en termes de gamification et c'est une des pistes, sans en révéler plus, qui est en cours de discussion en effet. Dominique Noël, dernière question. Je me demandais si vous aviez à un moment une vue globale qui permettrait d'enrichir justement les bases sur ces données, c'est-à-dire voir le profil type, voir les carences réelles, voir où le bas blesse finalement sur cet échantillon. Et d'autre part, bien sûr, je pense à toujours l'anonymisation des données, puisque c'est souvent un problème assez crucial que nous nous posons tous lorsque nous sommes sur nos tablettes. Alors là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire par rapport à cette application parce que justement toutes vos données sont stockées uniquement sur votre téléphone portable. Donc en aucun cas elles seront diffusées à des tiers. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et justement, les statistiques qu'on ressort en ce moment sont totalement anonymisées. On ne vous demande même pas d'ailleurs votre nom, ni prénom, ni adresse, ni mail. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation d'application. Oscar, j'ai bien la prononcer maintenant, je penserai à chaque fois
au squelette des amphithéâtres de médecine. Candidate suivante, Fanny Rosso, qui va nous rejoindre, qui dirige Bloc Pharma et qui va nous exposer son projet Bloc Pharma, justement. Voilà, venez, rejoignez-nous. Le micro est à vous pour 5 minutes. Donc, bonjour à tous, je me présente Fanny Rosso, cofondatrice de Bloc Pharma, qui est une solution blockchain de traçabilité des médicaments. Donc, Bloc Pharma a l'ambition de s'attaquer au fléau mondial de la contrefaçon des médicaments, donc on en a un peu parlé tout à l'heure. Il faut savoir que dans le monde, il y a 10% des médicaments qui sont vendus qui sont des faux, et ce chiffre peut atteindre jusqu'à 70% dans certains pays, certaines régions qui sont les plus touchées, notamment en Afrique. C'est un fléau qui a des conséquences dévastatrices sur les populations, puisque 800 000 personnes meurent chaque année de la consommation de ces faux médicaments, et c'est un trafic qui est en constante augmentation, puisqu'il a augmenté de 300% entre 2007 et 2009. Aujourd'hui, il existe une nouvelle technologie dans le stockage des données et la transmission des données numériques qui s'appelle la blockchain et qui permet de tracer de façon très sécurisée un actif le long de sa chaîne d'approvisionnement. Alors, je vais vous expliquer rapidement les principes généraux de la blockchain et je vais vous détailler comment on les utilise chez Bloc Pharma. Donc, la blockchain, ça permet de créer une identité digitale pour un actif. Donc, en l'occurrence, chez Bloc Pharma, on suit les boîtes de médicaments et on va associer à chaque boîte de médicaments une chaîne de caractères qui va être générée à l'aide d'une fonction mathématique. Ensuite, donc une fois qu'on a, on appelle ça un token, une chaîne qui identifie la boîte de médicaments, on va l'attribuer à son propriétaire. Donc le premier propriétaire de la boîte de médicaments, c'est le laboratoire qui est producteur de la boîte. Et ensuite, la blockchain permet de suivre les différents propriétaires de cette boîte de médicaments le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc cela jusque à la pharmacie qui délivre la boîte de médicaments. Donc, le projet de Bloc Pharma, c'est de créer une blockchain privée qui réunit tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique afin d'assurer la traçabilité des boîtes de médicaments. Du côté consommateur, on met à disposition une application mobile qui permet donc au consommateur de vérifier que sa boîte est bien authentique, donc notamment selon différents cas d'alerte. Donc typiquement, si le médicament est acheté au Sénégal alors qu'il est censé se trouver en Russie, ça peut être un cas d'alerte qui est directement envoyé au laboratoire. Donc, notre vision, c'est de devenir le référent en matière de traçabilité du médicament. On a comme vocation à réunir tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique pour participer au développement du blockchain privé. Et on a la conviction que la blockchain est une technologie d'avenir qui va s'imposer naturellement dans la traçabilité et plus précisément dans la traçabilité des médicaments. Merci de la présentation de cette solution. Ils l'ont tracé du médicament, une problématique extrêmement importante sur toute la planète. Question du jury. Alors, Dominique Noël, allez-y, prenez le micro. Oui, donc en fait, l'utilisateur final, nous achetons, voilà, voisin achète une boîte de médicaments, puisque je suis en très bonne santé, donc voilà. À ce moment-là, nous scannons, c'est ça, on va scanner cette donnée, mais si on découvre une anomalie, est-ce le consommateur final ou est-ce que ça va être transmis directement au laboratoire? Enfin, comment on va transmettre cette anomalie ou comment l'utilisateur final va-t-il voir qu'il y a une anomalie? Alors, l'anomalie va donc être indiquée sur son application. Donc, il aura le mérite au moins de savoir que son médicament est faux. Et évidemment, cette donnée sera directement transmise au laboratoire pour
Mais il faut, c'est-à-dire, imaginons, j'achète une boîte de médicaments pour un cousin qui habite Bamako. Oui. Bon, je vais à ce moment-là, évidemment, je vais aller à Bamako parce que j'y passe des vacances. On va scanner. Donc, je l'aurais acheté à Paris, et ça, j'achète à Paris, je l'emmène ça peut alerter quelque. Alors, bon, après, les cas d'alerte sont à préciser. Là, je donne un exemple de cas qui est le plus évident. Après, dans votre cas, si vous achetez des médicaments pour une personne qui se trouve dans un autre pays, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de notifier que vous vous trouviez bien à Paris et qu'il n'y a pas de problème. Mais le cas général, c'est... D'accord, on l'identifiera. D'accord, merci beaucoup. Pascal Lardier, Rimiteston de Sanofi. Justement. Oui, au-delà des données, est-ce qu'il y a d'autres informations qui sont transmises au laboratoire, comme le nombre de flashs par boîte ou ce genre d'informations? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le nombre de flashs pour une même boîte peut être un indicateur suspect de faux médicaments possible, parce que une boîte ayant un code, normalement, ne peut être scannée qu'une seule fois. Et quelle est votre stratégie justement pour arriver à impliquer tous les laboratoires dans cette blockchain pharma? Alors aujourd'hui, on est en discussion avec différents laboratoires. On souhaite créer un GIE, donc un groupe de travail pour discuter d'un certain nombre de normes à mettre en place et établies précisément pour l'industrie pharmaceutique. Donc un groupe de travail plutôt restreint pour l'élargir plus tard. Pascal Lardier. Peut-être une question, je ne veux pas être désobligeant, mais j'ai vu quelques solutions comme ça sur le marché, notamment des solutions qui étaient basées dans les pays où justement il y en a le plus besoin. Il y a une compagnie dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est basée à Gurgaon en Inde, qui ont un système qui ressemble beaucoup. À un moment, vous avez dit on veut devenir le référent. Je voudrais bien savoir quelle est votre stratégie pour y arriver. La force de ce projet, c'est sa technologie qui est aujourd'hui pressentie comme étant la technologie d'avenir pour les prochaines années et qui s'applique à d'autres domaines également que l'industrie pharmaceutique. Elle est... si vous voulez, elle a été construite. Donc la blockchain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la technologie qui était derrière la monnaie Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Donc c'est une technologie qui est faite pour effectuer la traçabilité d'actifs. Pour le Bitcoin, ça a permis de justement faire des échanges de monnaie sans l'intermédiaire des banques. Et aujourd'hui, elle va être déployée pour tracer tout type d'actifs de façon très sécurisée. Merci beaucoup Fanny Rossos de cette présentation donc, de ce projet Bloc Pharma. Et l'on va entendre à présent le dernier candidat de cette catégorie M-Santé Grand Public. Il y a toujours beaucoup de dossiers, ce qui explique peut-être qu'il y en ait 4 et non 3 qui aient franchi la barre des auditions finales. Je vous invite à continuer à voter. Vous voyez, vous étiez près de 400 à avoir voté il y a une vingtaine de minutes. Vous êtes près de 600 maintenant. Ça va très fort sur le site internet. Et entre-temps, nous a rejoint donc, le dernier candidat, Jonathan Essig, qui est chargé de projet chez Abeille Multimédia et qui a un projet qui s'appelle Salvom. C'est ça. Allez-y. Bonjour à tous. Donc déjà, merci de nous avoir accueillis pour ce concours. Moi, je suis donc Jonathan Essig, qui est chargé de développement au sein d'Abeille Multimédia. Et donc, je vais vous parler de Salvom. Salvom, donc, c'est un outil donc, qui est une formation en ligne sur le secourisme, qui est agréé par le ministère de l'Intérieur. Et qu'on propose aux entreprises, aux mutuelles, aux organismes de formation et également à l'éducation nationale. Et donc on est en partenariat avec plusieurs associations de sécurité civile qui se chargent de réaliser la partie pratique de la formation. Nous, on met à disposition Salvom, donc cet e-learning sur la partie théorique, et les organismes de formation se chargent de réaliser la partie pratique sur une demi-journée au lieu de le faire traditionnellement sur une journée. Je vais vous montrer une petite vidéo de présentation qui résume un petit peu le projet. Salvom est un logiciel de formation théorique au secourisme disponible sur tous les supports. Il est édité par la société Abeille Multimédia, installée à Céris.
L'objectif est de rendre cette formation plus accessible en diminuant les coûts, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. C'est la première fois dans l'apprentissage du secourisme que l'apprenant peut continuer à s'entraîner chez lui pour maintenir ses connaissances à jour. Salvum délivre aussi une attestation qui permet de compléter la théorie par une formation pratique délivrée par une association agréée près de chez soi. Mais tout de suite, je vous emmène à la rencontre de Pierre Sabin, le directeur d'Abeille Multimédia. Ça arrive. En France, plus d'une personne sur deux souhaite se former au secourisme. Pourtant, on n'a que 20% de la population formée, contre 80% en Allemagne et 95% en Norvège. Pourquoi ? En France, nous avons 3 freins, qui sont le temps qu'ont les personnes pour se former, l'accessibilité à la formation et le prix, même si le prix est le dernier critère. Salvum consiste à proposer une formation en ligne, donc accessible à tous, facilement, pour 5 € seulement, et qui permettra de réduire le temps présentiel de formation en salle à une demi-journée au lieu d'une journée. Aujourd'hui, un Français qui souhaite se former au secourisme est obligé de passer par une association de sécurité civile, de passer une journée en présentiel. Ce que nous allons permettre grâce aux nouveaux usages du numérique, c'est de se former grâce à Salvum sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Et une fois qu'on a terminé cette formation théorique au secourisme, n'avoir plus que la pratique à réaliser dans l'une de ces associations de sécurité civile, en sachant que nous en avons déjà 5 qui sont nos partenaires. Salvum, c'est permettre à chacun de sauver une vie. Donc aujourd'hui, Salvum, ça a été déployé depuis environ 1 an. On est aujourd'hui à peu près 7500 utilisateurs. On a agréé en France, en Belgique. On est aussi en discussion pour le déployer en Suisse, en Pologne, au Mali également. Donc on est en partenariat avec 5 fédérations d'associations de sécurité civile. L'idée, c'est de pouvoir proposer la partie pratique sur l'ensemble du territoire national. On est en travail avec une vingtaine d'entreprises et donc on a reçu jusqu'ici 3 récompenses majeures, notamment donc, la meilleure innovation numérique pédagogique en 2015, le Grand Prix Educatech Educatis qui était sur Salvum Éducation, qui est la même chose que Salvum PSC1 dont on vient de discuter, mais destiné justement à l'éducation nationale pour notamment former les collégiens au PSC1. Et donc également le saut de l'excellence de la Commission européenne dans le programme H2020. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci de cette présentation. Jonathan Essic. Question ? Qui va apprendre à sauver des vies autrement ? Rémi Teston. Donc vous disiez, donc c'est accessible via des entreprises, mais est-ce qu'à titre individuel également on peut se former sur la plateforme ? Oui, alors en fait il faut aller sur le site internet salvum.org et là les particuliers peuvent directement s'inscrire et utiliser l'outil c'est un principe de licence annuelle. Chaque licence donc dure 1 an. On a 6 mois pour se former pour finir sa formation théorique. Une fois qu'on a fait ces 6 mois, l'outil délivre ce qu'on appelle une attestation qui permet derrière de pouvoir s'inscrire à la partie pratique et du coup de justifier auprès de l'organisme de formation qu'on a bien fait la théorie en amont et que derrière en fait on peut prétendre à réduire le temps consacré à la partie pratique. Et donc oui, un particulier se rend sur le site internet, s'inscrit, renseigne son nom, son prénom, sa date de naissance, etc., qui seront ensuite indiqués sur son attestation et qui lui permettra d'accéder à la partie pratique. Ouais. D'accord. Pascal Lardier. Vous dites qu'il y a 50% des gens qui veulent se former au secourisme, ou aux premiers actes de soins. Déjà, il y a beaucoup de choses qu'on veut. On dit toujours, ah, tiens, j'ai toujours voulu faire ça et on ne le fait jamais. Il y a une raison, c'est parce qu'on ne le veut pas très profondément ou pas assez. Mais 20% le font. Alors, même si ces 20% après passent par Salvum, ils le font une fois, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, l'intérêt de Salvum, c'est déjà un outil de formation. Ça peut être un outil de sensibilisation. Derrière, ça permet aussi de potentiellement susciter des vocations et inciter les gens à aller jusqu'à la partie pratique. Mais surtout, l'outil il est accessible après la formation pratique. Et donc, du coup, on a la possibilité de s'entraîner et du coup de mettre à jour ses connaissances tout au long de l'année.
Follow-up question. Une fois que ces 20% de la population ont payé 5 €, ce qui fera déjà un beau pactole, qu'est-ce que devient l'application ? Justement, si la personne renouvelle son abonnement, qui est donc basé sur une licence annuelle, elle peut continuer d'y revenir et du coup s'entraîner et mettre à jour ses connaissances. C'est notamment l'outil, il est aussi, quand on le propose aux entreprises, c'est notamment, parfois il est souvent utilisé comme un outil de révision pour les SST. Les SST, c'est la session de recyclage, c'est une fois tous les 2 ans, et du coup entre 2 ans, il ne se passe rien. Et avec Salvom, ils peuvent mettre à jour leurs connaissances et réviser toute l'année, même sur 2 ans, en attendant la prochaine session de recyclage en fait. Et le pourcentage de licences qui sont vendues aux entreprises ou aux écoles, et le pourcentage d'utilisateurs individuels ? Alors là, on est sur la première année de déploiement, donc on n'a pas encore assez de recul pour justement voir la transformation, quoi. Ouais. Dominique Noël. Le temps moyen pour passer de la théorie à la pratique ? Alors, avec Salvom, on se forme sur entre 1h30 et 3h, 3h30, ça va dépendre de notre niveau, parce qu'on a développé un algorithme qui permet d'adapter la difficulté des exercices qu'on va rencontrer en fonction de notre niveau, de nos réussites et de nos échecs. Et donc du coup, quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec le secourisme fera moins d'exercices que celui qui a plus de difficultés. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la personne a fini sa formation avec Salvom, son attestation, elle est valable 6 mois, parce qu'on estime qu'au bout de 6 mois, on a des grandes chances d'avoir oublié pas mal de choses, et donc du coup, on doit recommencer sa formation Salvom pour derrière s'inscrire à la partie pratique. Vous avez votre diplôme de premier secours, Dominique Noël. La tentation, là. Je ne vous conseille quand même pas de passer entre mes mains pour les premiers secours, mais enfin, je connais la position latérale de sécurité, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il reste une ou 2 dernières questions éventuellement du jury ? Allez, Rémi Teston, dernière question de cette journée. Juste, donc vous disiez que c'était multiplateforme, donc à la fois sur ordinateur, smartphone, tablette. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le support le plus utilisé entre ces 3 C'est PC, principalement, sur Internet. Ouais. Merci, ces explications. Pas peu dire, Jonathan Essig, pour cette présentation de ce projet Salvom.